Nous poursuivons maintenant avec la Côte d'Ivoire. On va parler simultanément de Côte d'Ivoire et du prochain sujet qui va suivre. En Côte d'Ivoire, nous évoquons cette tension préélectorale. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU appelle les parties prenantes à l'élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 à un dialogue et à s'engager pour un scrutin crédible et inclusif. C'est dans un communiqué au terme des consultations que cette mission a mené. Le communiqué a été lu par le général Francis Béhanzin, qui est commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, au siège de la représentation de la CEDEAO à Abidjan. David Diabavi, appelé au dialogue entre les différents protagonistes aujourd'hui, surtout les candidats. J'allais dire, nous sommes à 12 jours de la présidentielle. Est-ce que prôner un dialogue en ce moment n'est pas un peu tard ? Ouais, déjà que le pouvoir ivoirien n'est pas favorable à ce dialogue-là depuis très longtemps. Il a été réfractaire. Il a dit clairement que le dialogue peut intervenir après les élections présidentielles, mais pas avant. Et donc, appeler à un dialogue à moins de 2 semaines de ces élections, ce n'est pas évident. Il faut être assez honnête pour le dire. Tous les signaux sont au rouge. Aujourd'hui, il y a une tension dans ce pays. Et la tension, elle est relative aux conditions d'organisation de ces élections. Pour beaucoup d'Ivoiriens, il faut soit au processus électoral et reporter les élections sur une autre date pour permettre à tout le monde de pouvoir participer, ou alors pour éponger et solutionner les problèmes qui opposent la classe politique ivoirienne entière. De l'autre côté, il y a ceux qui se disent réfractaires à l'absence, à l'arrivée ou à la présence de certains grands poids de l'opposition ivoirienne à cette élection. Le cas de Gbagbo, le cas de Soro et d'autres qui ont été recalés dans leur dossier. Il y a aussi cette animosité qui a été caractérisée ces dernières semaines entre les partisans de Ouattara et ceux de Gbagbo et des autres formations politiques. En tout cas, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les signaux ne sont pas assez favorables pour asseoir un dialogue. Et même si l'Union africaine et la CEDEAO arrivent à organiser un dialogue, je ne crois pas que ce dialogue apportera des solutions, puisque la totalité des problèmes qui opposent la classe politique ivoirienne est connue de tous. Chacun connaît les raisons pour lesquelles le processus s'est retrouvé dans ces conditions. Le revirement de Ouattara à la suite de sa promesse faite de ne plus se présenter. De l'autre côté, le caractère anticonstitutionnel selon certains opposants de sa candidature. Le fait d'avoir radié certains concitoyens de la liste électorale et de refuser le dossier de candidature d'autres candidats, etc. Tous ces paramètres font croire aujourd'hui que même s'il y a un dialogue en Côte d'Ivoire, ça ne donnera rien. Et il faut véritablement éviter que la Côte d'Ivoire retombe dans les méandres de la violence qu'elle avait connue en 2010. L'Union africaine et la CEDEAO auraient pu anticiper sur tous ces problèmes et réagir plus tôt lorsque les signaux étaient orange pour être rouge aujourd'hui. Le faire aujourd'hui, c'est vrai que la diplomatie a ses secrets que nous ne maîtrisons pas. Néanmoins, pour des observateurs avisés ou alors pour l'ensemble du peuple ivoirien, les signaux sont tellement rouges que ça va être très, très, très difficile de sortir de ce dialogue ou alors de réussir à avoir un dialogue. Et si dialogue il y a, de réussir à sortir peut-être des recommandations ou alors des propositions qui iraient dans le sens de l'apaisement de la tension qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais quand on prône aujourd'hui le dialogue au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que pour la CEDEAO, pour l'Union africaine, pour l'ONU, c'est un dialogue qui devrait se faire entre les acteurs qui sont aujourd'hui sur le terrain ou même inclure ceux qui sont à l'extérieur, notamment Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et autres? Oui, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, ça inclut tout le monde. Mais ceux-là qui sont les plus concernés, c'est les Guillaume Soro et les Gbagbo. Guillaume Soro qui est toujours en France, Gbagbo qui est toujours aussi en Europe. Donc, organiser un dialogue sans eux, je pense que ça va être tellement difficile. Et sans eux, le problème ne serait pas fondamentalement résolu. Et moi, la question que je me pose, c'est où se trouvaient, ils étaient où, la CEDEAO et l'Union africaine, au lendemain du décès de Gon Coulibaly, au lendemain
de la désignation de Ouattara comme candidat à la présidentielle du mois d'octobre, c'est le 31, n'est-ce pas? C'est le 31 octobre. Mais elles étaient où, la CEDEAO et l'Union africaine? Moi, je pense que est-ce qu'elle pouvait faire quelque chose? Ça, c'était des affaires internes. Oui, mais du moment où ça bouillonnait déjà, il fallait qu'elle prenne déjà une position, juste ne serait-ce que pour pacifier. Parce que l'Union, comment on l'appelle, la Côte d'Ivoire connaît un passé très difficile. Et ça devrait inspirer toutes les décisions, toutes les réflexions depuis. On ne va pas attendre qu'il y ait feu dans la maison avant qu'on aille chercher de l'eau. Non, on sent aujourd'hui que ça ne va pas. Et on prend le dialogue. Moi, je pense que c'est juste une décision ou des mesures de façade pour bluffer un peu les Ivoiriens, pour leur dire, nous sommes de bonne foi, donc nous prenons un dialogue. Si le pouvoir ivoirien ne l'accepte pas, en tout cas, le reste nous engage. Parce que nous avons pris une décision, c'est qu'il faut que les Ivoiriens aillent au dialogue. Quel dialogue peut-on faire à 12 jours de la présidentielle ou à 12 jours ou à une quinzaine de jours de la présidentielle? Mais je ne pense pas que ce dialogue puisse apporter véritablement des fruits ou des résultats escomptés. Ils sont tellement en retard, les Ivoiriens, par rapport au dialogue, ils sont tellement en retard. Parce qu'il y a tellement de clivages, il y a tellement de divisions, il y a tellement de dissensions. Il serait difficile à ces acteurs de s'asseoir autour d'une table et de résoudre ce problème-là en 2 ou 3 jours. En 2 ou 3 jours. Et maintenant, comment ça va se faire par rapport à la CENI, par rapport au Conseil constitutionnel? Comment ça va se faire? Il va falloir assez de jours. Moi, je pense que la CEDEAO, l'Union africaine, devait peut-être s'inspirer de ce qui s'est passé au Togo en 2017, parce qu'au lendemain de la crise du 19 août au Togo, il y a la CEDEAO et l'Union africaine qui se prononçaient déjà. Et maintenant, les élections législatives, on les avait organisées, on devait les organiser en octobre ou en décembre. Et déjà, il y avait un dialogue en février. Et ça s'est poursuivi des mois après ou des semaines après. Donc, cela devrait en réalité inspirer la CEDEAO à se lever, la CEDEAO et l'Union africaine à se lever tôt pour pouvoir décider de ce qu'il fallait faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas. Ouattara ne peut pas accepter. Parce que Ouattara accepterait, c'est en quelque sorte un échec pour lui. Peut-être moi, ce que je souhaiterais à Ouattara, c'est qu'après ça, il va falloir, comme on l'a toujours dit, il va falloir que Ouattara rassemble tous les fils, tous les enfants ivoiriens autour d'une table, c'est-à-dire les grands, les anciens chefs d'État, autour d'une table pour pouvoir redéfinir une nouvelle carte politique pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous lisez quand même le communiqué de la CEDEAO, je suis encore en train de le regarder, vous savez ce que demandent beaucoup de politiques de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est un report des élections pour qu'on puisse s'entendre sur le minimum avant la présidentielle. Mais au point 11, par exemple, il a écrit: la mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'élections crédibles, transparentes, inclusives, respectueuses des droits de l'homme et autres. À aucun moment, cette mission n'a préconisé un report s'il le fallait. C'est-à-dire, pour elle, le 31 octobre est consommé, c'est ça? Oui, c'est en cela aussi l'incapacité de ces organisations à faire face à certaines crises que traversent certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et chez nous, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 pays qui sont très durs d'oreille, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le Togo était passé par là-bas il y a quelques années, d'accord, mais aujourd'hui, peut-être qu'on ne sera plus compté, mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée qui font office de récalcitrants dans le processus d'apaisement de ces différentes crises-là. Alors, l'Union africaine et la CEDEAO n'ont plus grand-chose à proposer, à part les langages qu'ils tiennent, et c'est des langages diplomatiques. À défaut, c'est pour dire que l'Union africaine et la CEDEAO n'ont pas été silencieuses face à la crise que traverse ce pays. Mais venir proposer un dialogue, je pense que tout le monde sait pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de vivre ces crises-là. Tout le monde le sait. Et les premiers signes ont été connus de tous dès le début. C'est vrai que Ouattara avait été très applaudi. Moi, je l'ai toujours dit, je l'avais tellement applaudi sur mes différents passages sur ce plateau pour la courageuse décision qu'il avait prise de ne plus se présenter aux élections. Mais tout de suite, il a commencé par avancer des arguments. Le décès de Gon Coulibaly, il n'a pas pu préparer. Il vous a déçu en quelque sorte. Il n'aura plus le temps de préparer un dauphin, etc. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a pensé revenir. C'est là où la CEDEAO et l'Union africaine devraient normalement interpeller le chef de l'État ivoirien pour lui faire comprendre que le seul fait d'avoir changé de parole risquerait d'amener l'instabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est vécu aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord que si Ouattara n'avait pas
changer de langage. Et si le processus électoral était maintenu comme tel, malgré l'absence de Gbagbo, de Soro et d'autres poids lourds, les choses ne se seraient pas envenimées de la sorte en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens accepteraient peut-être d'aller à ces élections sans Ouattara, parce qu'ils ont peut-être envie de ne plus compter sur Ouattara, ils ont envie de lui dire c'est bon, ça va. Mais aujourd'hui, que ces organisations interviennent, c'est déjà trop tard. Elles n'ont pas d'autres alternatives que celle de se plier à ce qu'ils ont en face comme réalité. Et c'est ce qui étonne aujourd'hui. Si vous êtes une organisation respectée de tous ces États, je pense qu'à un moment, même si chaque État dispose de sa souveraineté, je pense qu'à un moment, il faut être prévoyant pour toucher du doigt les facteurs qui amènent certains pays à tomber dans l'instabilité. Lorsque vous commencez à toucher à la Constitution, si la Constitution d'un pays le permet, il n'y a pas de souci. Mais comprenez que si vous touchez à la Constitution, si vous la modifiez pendant votre mandat, eh bien, cette histoire de compteur à zéro, cette histoire de nouvelle république ne pourrait plus avoir lieu. Mais quand vous persistez et que vous maintenez, regardez un peu ce qui se passe en Guinée. C'est triste que Condé, qui est passé, lui-même il a dit, il y a 45 années dans l'opposition, et qui arrive au pouvoir, qui change les choses, qui veut aller à un troisième mandat, et qui tient... Il est passé en 44 ans au pouvoir. Voilà. Mais c'est terrible. Et donc, ces organisations ont perdu beaucoup de leur crédibilité depuis très longtemps. On a vu le cas de la CEDEAO en face du Mali, on a vu le cas de la CEDEAO en face de certains pays, mais aujourd'hui, il est temps que ces organisations restructurent le contenu des prérogatives et des missions qui sont les siennes pour justement faire passer leur voix lorsqu'il y a un problème en face. L'Union européenne, je ne pense pas que vous constaterez ces défaillances-là. L'Organisation des pays de l'Amérique, je crois pas que vous constaterez ces défaillances-là. Mais ici, on a l'impression que ces organisations défendent plus les intérêts de ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir et laisser le pays dans des situations d'instabilité politique. Mais vous avez un problème, surtout avec ces organisations, c'est qu'elles sont généralement confrontées à ce qu'on appelle la souveraineté des États, et donc elles ne peuvent pas non plus venir faire injonction. Oui, ça c'est normal. Je pense que moi, peut-être avant, quand on était un peu plus jeune, on pouvait reprocher un certain nombre de choses à ces organisations. Mais avec l'évolution, avec l'expérience un peu, avec l'âge aussi, on peut comprendre ces organisations. Ces organisations surfent sur la légalité. C'est ça, en fait. Donc, la légalité, donc, dans cette légalité-là, on retrouve la souveraineté de ces États. Donc, elles n'ont pas assez de marge de manœuvre. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que c'est la même chose presque. Ce qui s'est passé au Togo, c'est qu'à l'époque, le Togo n'avait pas encore de calendrier. Le Togo n'avait pas de date. À l'époque, le Togo n'avait pas encore de date pour le recensement. Le Togo n'avait pas encore de date pour les élections législatives. Donc, c'est pour ça que la CEDEAO s'y est mêlée et a eu à échanger avec les acteurs politiques togolais à l'époque. Mais ici, l'État ivoirien a déjà un calendrier. Vous imaginez, pour les élections. Et la date des élections est déjà fixée. Donc ça dépend, ça relève fondamentalement de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc il serait très difficile à la Côte d'Ivoire ou à la CEDEAO, à l'Union africaine, de venir proposer une nouvelle date ou de venir demander un report. Donc demander un report serait beaucoup plus partisan du côté de la CEDEAO et de l'Union africaine, parce que ce sont les opposants qui demandent un report. Or, l'État ivoirien a déjà son calendrier. L'État ivoirien, il est incarné aujourd'hui par Alassane Ouattara. Donc, du moment où Alassane Ouattara, en tant que chef d'État en qualité de président de la République, a déjà proposé ou a déjà arrêté une date pour les élections, donc on ne peut plus changer. La CEDEAO ne va pas venir de changer ou reporter votre élection. Or, c'est l'opposition qui demande le report. Donc, la position de la CEDEAO, on peut la comprendre, on peut la trouver difficile, mais je pense que c'est la légalité, la souveraineté. Elles n'ont pas totalement tort, mais sauf qu'il y a le droit. C'est ça, au fait, je dis. Le droit n'arrange pas toujours les problèmes, mais c'est juridiquement, elles n'ont pas tort. Mais politiquement, on peut leur reprocher des choses, mais juridiquement, elles n'ont pas tort. Elles sont beaucoup plus sur l'aspect juridique que politique. Oui, mais quand on parle de légalité et de souveraineté des pays, c'est vrai, chaque pays est souverain. Mais quand vous faites partie d'une organisation, d'une entité qui réunit en son sein des pays et que ces pays sont appelés à respecter la charte qui a été proposée à signature par tous ces pays, je pense qu'il faut à un moment aussi durcir. Parce qu'à partir du moment où, au sein de la CEDEAO, on dit plus de 2 mandats pour tous les pays. Aujourd'hui, dans les 15 pays, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui n'a pas adopté cela. Tous les pays ont signé cette charte de limitation de mandats à 2. Même les pays anglophones et lusophones. Ben, la même CEDEAO peut proposer à ces pays, si vous
modifiez votre constitution ou si vous déverrouillez ce qui vous empêchera de faire un troisième mandat, vous pouvez déverrouiller des articles, vous pouvez modifier votre constitution, mais comprenez que si vous le modifiez, ça ne ramène pas le compteur à zéro pour vous. Ça ne vous fait pas adopter une nouvelle république. C'est un peu ça le problème. Parce que ces chefs d'État attendent la fin de leur mandat pour proposer des modifications. Ouattara l'a fait en 2016. C'était à la fin de son premier mandat. Il a proposé une modification de la constitution de la Côte d'Ivoire. Au début de son second mandat, 2016. Au début de son second mandat. Alors, donc cette modification lui permettait de revenir. Alors que quand vous modifiez et que vous voulez revenir, que vous commencez à sortir de gros mots juridiques, vous sortez des dictionnaires, des mots dans des dictionnaires. Dans le lexique juridique, voilà, chez les juristes. Pour expliquer ce retour, mais ça pose problème. Qu'est-ce que ça coûte de faire modifier une constitution et de partir? Vous avez fait 2 mandats, les Ghanéens, les anglophones. On en voit, regardez l'écart qu'il y a entre les pays anglophones, certains pays anglophones et certains pays francophones. Le Ghana est en train de préparer les prochaines élections dans le calme. Vous n'entendrez jamais de problèmes de processus électoral, de problèmes de fichiers électoraux, de candidats qui ont été rejetés, de modifications de troisième mandat, etc. Le Nigeria va rentrer dans le jeu très bientôt. Mais pourquoi ne pas prendre exemple sur ces pays-là? Et c'est à cela que moi je dis à ces organisations de l'Union africaine et de la CEDEAO d'être aussi rigoureuses sur certaines questions, parce que c'est ça qui amène cette instabilité-là. Quand vous finissez votre mandat, vos 2 années, vos 2 mandats, modifiez votre constitution comme vous voulez, mais partez. Et ça aussi, ça fait partie du respect de la légalité, de la souveraineté de l'État. Il ne faut pas vous forcer. Certains ont voulu le faire, Ouattara a voulu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été honteusement battu dans les urnes. Il est parti par la petite porte. C'est ce qui va arriver aujourd'hui en Guinée aussi avec Condé. C'est ce qui risquerait de se passer aussi en Côte d'Ivoire. Et vous mettez des années à bâtir un pays, à changer le visage d'un pays, et vous repartez par la petite porte. Ça ne vous honore pas. David, vous avez parfaitement raison. Mais sauf que il y a le droit qui parle. La CEDEAO, quand elle vient, ce qu'elle cherche tout d'abord, c'est le droit de ce pays-là. Vous pouvez dire, oui, bien sûr, quand vous modifiez la Constitution, ne faites pas ça. Mais les juristes de ce pays-là vont vous dire non. Il y a le droit qui dit ceci. Vous n'allez pas faire un autre droit sous ce soleil-là. Il y a un droit qui existe, qui est un droit qui est ancien. Ce n'est pas à vous, à la CEDEAO, de venir peut-être réformer ce droit-là. Chaque pays a son ordonnancement juridique. Chaque pays a ses règles. Ce qui est curieux, c'est que ce droit dont vous parlez est établi dans 2 ou 3 pays francophones de l'Afrique. Oui, non, je comprends. De très mauvais élèves. Oui, non, je comprends. Eux aussi, vous n'allez rien leur passer. Moi, juridiquement, c'est ce que je vous dis. Vous avez parfaitement raison sur le plan politique. Mais ici, on vous dit, c'est le droit qu'on doit faire respecter. Ouattara, juridiquement, n'a pas tort. Condé, juridiquement, n'a pas tort. Donc, quand la CEDEAO vient et dit ceci, cela, mais Condé va le dire, mais juridiquement, moi, je n'ai pas tort. Ouattara va dire, juridiquement, je n'ai pas tort. Mais comment on peut résoudre le problème? Ce que vous soulevez, c'est une solution, c'est un règlement beaucoup plus politique. C'est ça, en fait. Nous passons donc au sujet suivant, c'est le Gabon. On va parler de ces révélations de cette ancienne ministre des Affaires étrangères, Laure Olga Gantou, qui était longtemps secrétaire particulière du président Omar Bongo Ondimba, qui dévoile les arcanes du pouvoir gabonais et de la France-Afrique dans son livre Instant de vie, livre publié en Côte d'Ivoire où elle vit désormais. Elle revient notamment sur le soutien de M. Bongo à Alassane Ouattara ou la tentative américaine d'évincer le Gabon. La France du Gabon. En tout cas, quand vous lisez le résumé, David Jagouari, vous vous rendez compte que Paris et ses relations avec les anciennes colonies, notamment au niveau du Gabon, c'est comme, elle surveille comme du lait sur du feu. Elle ne veut pas perdre ce précaré. Oui, et c'est triste. C'est vraiment triste. La France, elle a réussi en tout cas à imposer sa présence en Afrique, dans beaucoup de pays francophones. Et cela s'est retourné beaucoup plus contre les populations, contre les dirigeants, etc. On a tous suivi le documentaire qui est passé sur France 2 il y a 2 ou 3 jours. Et c'est là où vous comprendrez que la France a besoin de se reposer sur ces pays qu'on appelle souvent les anciennes colonies, pour justement imposer la ligne à suivre, imposer la politique à appliquer dans le pays, et aussi tirer profit des ressources
dont disposent ces pays-là. Vous verrez que depuis 60 ans que ces pays francophones sont indépendants, aucun de ces pays francophones n'a jamais dépassé le seuil minimal qui puisse le propulser vers le développement. Vous comparez le Togo, le Bénin, le Sénégal, etc., le Gabon, très grand pays, immensément riche. Immensément riche. Il a du pétrole, il a de la forêt. Mais quand vous comparez le Gabon à une petite commune en France, vous voyez la différence, la grosse différence. Pourquoi ça se passe comme ça? Et pourtant, le Gabon, c'est un pays immensément riche. À quoi sert la richesse du Gabon aujourd'hui? Et donc, la France a besoin d'avoir son œil sur la gestion qui est faite des affaires politiques de ces pays francophones pour justement rester et imposer la ligne à suivre à ces présidents-là. Ça fait très mal que ce constat se fasse voir chaque année et que rien ne soit fait pour aller contre cela. C'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, il y a quand même un éveil de conscience qui est constaté de par endroits, mais ce n'est pas encore suffisant, cette lutte-là. Et pendant combien de temps la France va encore mettre la main sur ces colonies? Pour quelles raisons et pourquoi? Je pense qu'il est temps aujourd'hui, après 60 années d'indépendance, il est temps que la France comprenne aussi la nécessité de se retourner vers elle. Parce que cette France, les Français ont besoin d'elle. Les Français veulent la voir s'investir pour eux que tous les jours d'apporter la désillusion, d'apporter la déstabilisation dans les pays francophones. Alors ce qu'on apprend aussi des révélations que fait Madame Gontsou, c'est que Alassane Ouattara, même si on le considère aujourd'hui comme l'homme de la France-Afrique, n'était pas vraiment apprécié de Chirac. Oui, c'est pour cela que Chirac ne l'avait pas fait venir au pouvoir. Parce que la France, à l'époque, avait tout pour faire sauter Gbagbo. Mais c'est parce qu'à l'époque, on cherchait un successeur à Laurent Gbagbo. Chirac cherchait un successeur à Laurent Gbagbo, mais Chirac n'était pas en odeur de sincérité avec Ouattara. Mais qu'est-ce qui a favorisé l'arrivée de Ouattara au pouvoir? C'est Sarkozy. Ils sont très amis depuis 1990, quand Sarkozy était maire de Neuilly. Donc, c'est lui qui a célébré son mariage. Donc, arrivé au pouvoir, Sarkozy est arrivé au pouvoir. Donc, Sarkozy et Ouattara se sont vus. Et Sarkozy lui a promis, je te ferai venir au pouvoir. Donc, au lendemain de la présidentielle ivoirienne, surtout du deuxième tour, comme ça n'allait pas du tout. Donc, un jour, Ouattara a appelé Sarkozy. C'était le vendredi ou le samedi, le vendredi. Parce que c'était le lundi que Gbagbo a été pris. Donc, le jeudi précédent, mais entre le jeudi et le vendredi précédent, le lundi, Ouattara a appelé Nicolas Sarkozy. A dit, Monsieur le Président, faites quelque chose. C'était la phrase de Ouattara. Non, Monsieur le Président, faites quelque chose. Donc, Sarkozy a fait quelque chose. Il y a eu l'attaque du Golfe, de l'hôtel du Golfe. Et après, le lundi, on allait prendre Gbagbo. Donc, c'est ça, en fait. Donc, Chirac n'aimait pas trop, si on peut le dire ainsi, Ouattara. Donc, c'est Sarkozy, c'est l'ami de Ouattara, c'est l'ami de Sarkozy. Mais c'est, regardez aujourd'hui, dans cette histoire même de la Côte d'Ivoire, Ouattara, par rapport à Ouattara, Macron consulte régulièrement Nicolas Sarkozy pour savoir la position à adopter face à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça. Des fois, il y a une certaine amitié qui prévaut avant qu'on ne parle intérêt. En Côte d'Ivoire et en France maintenant, c'est amitié et intérêt. David a parlé comme, je sais pas, comme un enfant de cœur. Mais sauf que nous sommes en politique. La France est en train de trouver un terrain beaucoup plus fertile, où il n'y a pas assez d'hommes forts. Et la France est venue et la France s'accapare ce terrain et les gère proprement. Donc il n'y a pas de problème. Ce sont les Africains eux-mêmes qui donnent tout à la France. Bon, on peut tout dire aujourd'hui. On peut reprocher tellement de choses à la France. Mais du moment où il y a le franc CFA, en fait, ce n'est pas... Les gens s'attaquent à la monnaie. Ce n'est pas ça. La monnaie ne représente rien, en fait. C'est des pièces, c'est des papiers. Ce que le franc CFA cache est beaucoup plus important que ce que les Africains eux-mêmes voient. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu la chance de suivre certaines conférences par rapport au franc CFA. Vous savez, dans les clauses du franc CFA, je vais vous le dire, si vous le permettez, dans les clauses du franc CFA, il y a une clause actuellement. Et au nom de cette clause, vous imaginez, si, c'est un exemple que je donne, si peut-être il y a des ressources que le Togo veut exploiter aujourd'hui, que le Togo n'exploite pas aujourd'hui, et que le Togo voudrait exploiter à l'avenir, je ne parle pas, c'est un exemple que je donne, et que le Togo voudrait exploiter à l'avenir, le Togo doit avoir l'accord de la France d'abord. C'est dans les clauses du franc CFA.
dans les clauses. Donc, il y a d'autres clauses qui sont plus importantes. Autre chose, si le Togo, je ne dis pas que c'est le Togo pour ceux qui nous écoutent, c'est un exemple que je donne. Ou si le Gabon, par exemple, veut produire de la tomate ou veut faire la production de la tomate en grande quantité. Le Gabon dit peut-être j'ai besoin de tracteurs. Et le Gabon envoie de l'argent à l'Allemagne pour avoir des tracteurs. Et l'argent, nécessairement, ça passe par la Banque de France pour la convertibilité. Parce que c'est le franc CFA. Donc, à l'international, c'est l'euro pour s'acheter ces tracteurs. Maintenant, arrivé à la Banque de France, maintenant, la France dit, maintenant, messieurs, vous avez besoin de quoi, en fait? Le Gabon dit, moi, j'ai besoin de tracteurs pour faire la production de la tomate. On dit, maintenant, ah bon? Mais et la tomate qui est dans la région, et la tomate qui vient de ce pays ou de ce pays-là, vous allez en faire quoi en réalité? Et de la France dit, non, pour le moment, on ne peut pas vous laisser produire de la tomate. Donc, on vous retourne votre argent. Donc, la France a ces pays-là comme ça qu'elle gère. On peut tout faire, mais pour le moment, c'est comme ça. On peut changer le franc CFA, pardon une seconde, David, on peut changer le franc CFA en éco, mais il y a des clauses qui lient fondamentalement, fortement la France à l'Afrique. Et la France ne peut pas s'en départir maintenant. Dans le fond, hein, peut-être, j'allais dire, ce qu'on montre comme visage de la France-Afrique, c'est la politique, où nos dirigeants sont un peu comme des préfets qui sont choisis ailleurs, même si le mot paraît dur. Mais ce lien, hein, tout ce que décrit par exemple Firmin et tout, au-delà, ce lien incestueux-là, ça va perdurer jusqu'à quand? Tant que ces chefs d'État qui sont un peu comme des boys, je le dis comme ça, hein, parce que c'est le tableau qu'ils présentent généralement. Tant que ces chefs d'État seront encore au pouvoir et définiront leur politique sur celle de la France, cette France-Afrique, ça va encore durer. C'est vrai que ça. Est-ce qu'ils ont toujours le choix? Parce qu'à la fin, vous voulez prendre un peu d'indépendance, on vous trouve du djihadisme par-ci, de ceci par-là. Ils doivent avoir le choix. Kagame l'avait fait au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays francophone. Mais aujourd'hui, Kagame s'est départi de cette dépendance vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, la France n'est plus totalement présente et ça fait mal à la France. D'autres pays peuvent le faire aussi. Certains ont essayé, mais ils ne sont pas allés loin. On a vu un peu ce qui était arrivé à Sékou Touré dans les années 60, quand il avait décidé de sortir de ce giron français-là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous tendez la main, à partir du moment où vous gouvernez mal, à partir du moment où vous volez les ressources de votre pays et que vous allez demander de l'aide à l'extérieur, vous allez toujours être dépendant de la France. C'est une évidence. Personne n'accepterait d'être esclave d'une puissance. Ça fait 60 ans qu'on a été indépendant, je le rappelle. Je pense qu'à un moment, il faut outrepasser ce langage qui est servi aux gens. Oui, je suis président et je dois dépendre de la France. Ça fait pitié qu'un président élu en Afrique, dans un pays francophone africain, choisisse d'aller à Paris pour se faire recevoir. Certains vont jusqu'à même supplier l'Élysée. C'est tout un honneur en fait. Allez, on va aller maintenant à la grande pause et puis au retour, on va passer donc au Togo. On va prendre plus de temps pour mieux comprendre ce sujet avec l'avocat de l'accusation que nous recevons en invité dans cette émission.